propose de parler des urgences neurologiques. Donc les urgences neurologiques, en pédiatrie, je ne vous parle que de la pédiatrie, elles peuvent être traumatiques, c'est celles qui viennent tout de suite à l'esprit. Je m'appelle Catherine Adamsbaum, je suis radiopédiatre, c'est-à-dire que je suis radiologue complètement spécialisée en radiologie pédiatrique. J'ai exercé la quasi-totalité de ma carrière dans ce champ. Et je suis également actuellement professeure émérite à la faculté de médecine Paris-Saclay. Alors, en anatomie, partout, il faut prendre un repère que vous connaissez. J'ai exercé toute la radiologie pédiatrique avec un intérêt particulier pour la neuroradiologie pédiatrique et pour la radiologie ostéo-articulaire pédiatrique, donc les anomalies neurologiques et les fractures. Et puis parallèlement, de fil en aiguille, comme il y a très peu d'experts judiciaires en France, en tout cas en radiologie, et qu'il n'y en avait quasiment pas en radiologie pédiatrique, depuis une bonne 30aine d'années, j'ai été sollicitée par des magistrats pour faire des expertises et je suis devenue expert près de la Cour d'appel de Paris, expert judiciaire, agréé depuis plusieurs années par la Cour de cassation. Les syndromes de maltraitance sont connus en fait depuis très longtemps, puisque en ce qui concerne les fractures, c'est un médecin légiste, Ambroise Tardieu, qui, à la fin du 19e siècle, vers les années 1860, a compris qu'il pouvait y avoir des fractures infligées chez les jeunes enfants. Mais c'est tombé dans les oubliettes parce que ça ne plaisait pas. Il y a toujours un déni qui entoure les syndromes de maltraitance, ça ne plaît à personne. Et même les médecins eux-mêmes, par le passé, et même aujourd'hui actuellement, dénient l'existence des syndromes de maltraitance parce que c'est désagréable, parce que c'est inconcevable. Mais ça existe depuis longtemps. La connaissance de ce syndrome existe depuis longtemps. C'est ça qui est important. Et on sait depuis longtemps que ça peut même aboutir au décès. Alors après, au début du XXe siècle, avec l'avènement des techniques d'exploration de l'encéphale, on a mis en évidence de mieux en mieux les hématomes de la boîte crânienne, l'arrachement de ce qu'on appelle les veines ponts qui ne supportent pas les mouvements antéro-postérieurs, accompagné des radiographies de squelette au prix d'une irradiation minime de plus en plus précise qui montre des fractures extrêmement subtiles. Et on a pu connaître de mieux en mieux, de par le monde entier, les lésions traumatiques infligées. Donc on a pu les décrire, on a pu les mettre en commun, et on a maintenant une bonne vision des choses. Je ne dirais pas que la vision est complète, parce qu'elle n'est jamais complète, et il y a toujours des éléments qui restent à comprendre. Par exemple, il reste à comprendre que les garçons sont plus atteints que les filles en ce qui concerne les lésions encéphaliques, ce qui ne se produit pas pour les fractures. Donc il doit y avoir une susceptibilité individuelle. C'est-à-dire qu'à secousse violente, un bébé n'est pas équivalent probablement à un autre parce que la chaîne de lésions tissulaires, ce qu'on appelle la cascade excitotoxique qui s'ensuit, a probablement une susceptibilité individuelle. Mais pour vous dire qu'il reste encore des choses à élucider. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que les lésions infligées sont toujours produites par des mécanismes très violents qui ne devraient pas avoir lieu et qui ne sont pas des jeux. Concernant le rôle de l'imagerie dans le diagnostic. Alors la démarche diagnostique en médecine, vous la connaissez. On va interroger les enfants et leurs parents. Il va y avoir un examen clinique. Et puis, au terme de l'examen clinique, des hypothèses diagnostiques. Le radiologue est très souvent en première ligne parce qu'il va voir l'intérieur de l'enfant. L'enfant qui ne se présente pas forcément avec des ecchymoses et des lésions extérieurement visibles. Alors, comment est-ce qu'on va rentrer dans ce diagnostic ? Ça peut être très variable. Ça peut être un enfant qui est dans le coma d'emblée parce qu'il a des hématomes intracrâniens. Ça peut être un enfant qui a une douleur à un membre et qui ne peut plus marcher parce qu'il a une fracture infligée. Ça peut être un enfant qui se présente avec une pseudo-gastro-entérite qui vomit. Ça va être interprété comme une poussée dentaire ou comme une gastro-entérite. Et en fait, c'est pas ça. Ce sont des signes d'hypertension intracrânienne avec quelque chose dans la boîte crânienne qui pousse. Ça peut être des convulsions.
Ça peut être un malaise, ça peut être une pâleur parce que l'enfant a saigné dans la tête. Et lorsque le radiologue intervient, de toute façon, dès lors qu'on va avoir l'idée que ça peut être un syndrome de maltraitance, le radiologue va balayer large et va faire à la fois une exploration pour tout ce qui va concerner le pôle encéphalique, donc scanner puis IRM, puis des explorations pour tout ce qui est imagerie du squelette, donc radiographie du squelette entier très détaillée. Et le troisième volet qui est très fréquemment fait en France, c'est l'échographie abdominale pour voir s'il y a des lésions abdominales. Et puis bien sûr, on travaille de concert avec les pédiatres qui vont faire un examen complet pour chercher des ecchymoses, qui vont regarder le fond d'œil pour voir s'il y a des hémorragies rétiniennes ou pas. Et l'enfant va comme ça avoir un bilan complet. Et également, les enfants de l'entourage familial, et en particulier quand il s'agit de jumeaux ou de jumelles, l'autre jumeau et l'autre jumelle, vont être également explorés de la même façon. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que à l'étape du diagnostic, dès lors que les professionnels commencent à suspecter un problème de maltraitance, l'enfant va être hospitalisé le temps de la réflexion, et en l'hospitalisant, il est en même temps mis en sécurité. Par contre, si le temps de la réflexion se poursuit par un signalement judiciaire, donc en France au procureur de la République, là, il va y avoir une grosse réflexion multidisciplinaire avec toutes les personnes, tous les soignants impliqués, le radiologue, le pédiatre, le chirurgien, enfin selon les cas, mais aussi l'assistante sociale, l'infirmière, le cas échéant, les manipulateurs, tout un groupe de gens qui vont réfléchir à l'opportunité d'un signalement ou pas. Et ce que j'ai appris au fur et à mesure des années, c'est que l'organisation de la justice française est particulière et c'est du droit continental, c'est-à-dire que concernant les experts médecins, les experts judiciaires, nous sommes là exclusivement pour éclairer le magistrat. C'est-à-dire que nous pouvons confirmer à l'étape de l'expertise qu'il s'agit d'une maltraitance, nous pouvons réfuter ou nous pouvons douter, et nous ne sommes pas affiliés à une partie. Alors bien sûr, quand on arrive aux assises, c'est que l'expert a dit qu'il s'est passé quelque chose. Mais avant ce stade des assises, et d'ailleurs ça nous arrive, pas très fréquemment, mais ça nous arrive, de décider qu'il n'y a pas assez d'éléments pour dire qu'il s'agit d'un syndrome de maltraitance. Par contre, chez les anglo-saxons, donc c'est le droit du common law, l'expert, comme dans les séries américaines, c'est l'expert d'une partie. Donc c'est l'expert de l'accusation ou de la défense. Et donc évidemment, il est moins libre puisque ce n'est pas un expert d'éclairage général, c'est un expert qui est affilié à une partie. Donc la France, comme tous les pays qui sont soumis au droit continental, a une situation privilégiée en matière d'expertise puisque l'expert est libre.